Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point à la mi-journée sur les tendances en matière de marché financier avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité économique, politique, mais surtout financière dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur bismart.fr, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, les marchés européens évoluent avec de faibles variations ce matin, alors que les investisseurs craignent depuis plusieurs jours que la résilience des économies américaines et européennes ne laisse le champ libre aux banques centrales de durcir leur politique monétaire dans un contexte d'inflation persistante. La publication de l'indice PCE Core aux États-Unis pour le mois de février nous donnera nous donnera une indication supplémentaire sur le sujet cet après-midi. Le consensus s'attend à une progression donc de l'indice PCE, mais dans sa version Core de 0,4% en mensuel et de 4,3% en annuel, après les CPI publiés la semaine dernière qui montraient déjà une résistance de l'inflation aux États-Unis. À noter également que cela fait aujourd'hui pile 1 an que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a débuté, avec comme impact pour l'économie et les marchés une accentuation des tensions inflationnistes, notamment en matière d'énergie sur le sol européen. On note ce matin que le pétrole évolue au-dessus des $83 pour le baril de Brent, tandis que le WTI oscille, lui, autour des $76. Du côté des entreprises, Saint-Gobain évolue en tête du CAC 40 aujourd'hui, porté par des résultats au-delà des attentes en 2022, avec notamment un résultat opérationnel en progression de plus de 18% pour atteindre un record à 5,34 milliards d'euros. Le groupe vise un résultat en ligne avec son plan stratégique pour 2023. Les valeurs industrielles dans leur ensemble sont d'ailleurs plutôt bien orientées ce matin, alors que Bouygues a lui aussi un peu plus tôt cette semaine fait état de bons résultats en 2022, tout comme Stellantis qui a annoncé il y a 2 jours un résultat net record sur la période. Des résultats qui pourraient venir accréditer peut-être le scénario d'un moment Europe sur les marchés, notamment pour l'élément value de la cote. Nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse, puisque nous ferons d'ailleurs un tour d'horizon global des enjeux de marché dans quelques instants. Ce sera l'occasion de dresser notre traditionnel tableau de bord des marchés avec nos 2 experts. Pierre Miramont, tout d'abord responsable analyse fonds et portefeuille modèle chez Cantalis, reviendra sur les flux de marché en ce début d'année 2023, tandis que Bertrand Lamiel, directeur de Ports-en-Par Gestion, nous détaillera sa météo des marchés pour le début de l'année. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Smart Bourse, pour la première partie de Smart Bourse. Comme tous les derniers vendredis du mois, nous retrouvons les équipes de Cantalis pour faire un point sur les flux de marché. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Miramont. Bonjour Pierre Miramont. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable analyse fonds et portefeuille modèle chez Cantalis. On va regarder un petit peu ensemble l'évolution des flux depuis le début de l'année, avec un focus sur le mois de février. Quelle est la dynamique que vous constatez depuis le début de l'année 2023, Pierre Miramont? Alors pour faire un bilan préliminaire sur ces flux de collecte en 2023, on peut regarder un petit peu historiquement sur 4 ans ce qui s'est passé. Normalement, on a plutôt un rythme mensuel de 20 milliards d'euros de collecte chaque mois sur ces 4 années. Depuis le début de l'année, on est autour de 45 milliards d'euros de collecte. Donc D'accord. Finalement, 2 fois 20, on est plutôt dans la moyenne. En réalité, il faut voir derrière ça qu'il y a une dynamique un peu différente. On a eu un mois de janvier qui a été très bon, où on a eu des niveaux qui avoisinaient ceux de 2021, qui était une année plutôt faste. Et finalement, en février, on a eu une autre dynamique, on a eu une coupure. D'accord. Alors, une coupure de quoi? D'une dynamique qui s'était installée depuis T4 2022. Donc, petit rappel, octobre 2022, on a un retour de la collecte. Avant, ça décollectait, malheureusement, en 2022, vers d'abord une classe d'actifs pas trop risquée, classe d'actifs monétaires à hauteur de 65 milliards d'euros. Les autres classes d'actifs décollectées. Ensuite, en novembre, on allait vers des classes d'actifs un peu plus risquées, du monétaire en grande partie, mais aussi un petit peu d'obligataire. En décembre, on rajoutait dans l'équation des fonds actions, donc encore plus risqués, donc très peu de monétaire, pas mal d'obligataire et un petit peu d'actions. Janvier, feu vert, fonds diversifiés, fonds actions, un peu d'obligataire, voilà. Retour vers des actifs risqués. Retour vers des actifs risqués.
On s'attendait un peu à ce que février ce soit du même acabit. Eh bien non, février, le moteur est encore chaud et pourtant c'est quasiment neutre. On a 1 milliard d'euros de collecte sur le mois, ce qui est un epsilon, c'est rien du tout. Donc en moyenne, finalement, on reste sur la moyenne de l'année, mais derrière, ça traduit deux réalités différentes. Finalement, un enthousiasme sur le mois de janvier qu'on ne retrouve pas sur le mois de février. Exactement, le mois de février était un petit peu particulier, mais à l'intérieur de cette quasi-neutralité de la collecte, en fait, on voit qu'il y a quand même que se dessinent quelques tendances. Tout d'abord, l'obligataire a continué de collecter. D'accord. Il y a eu 7,25 milliards d'euros de collecte sur l'obligataire quand la plupart des stratégies, actions diversifiées, etc., ont décollecté. Donc ça, c'est un premier élément. Et il faut voir derrière ce comportement une situation d'entre-deux. En fait, il y a deux dynamiques derrière ça. La première, c'est que le monétaire a continué de décollecter en faveur de l'obligataire, puisque la prime de risque était plus intéressante sur cette dernière classe d'actifs. Et donc, on a continué à chercher un petit peu de rendement sur cette classe d'actifs. D'ailleurs, dans cet obligataire, on remarque certaines tendances intéressantes aussi. Géographiquement, les investisseurs vont plutôt s'orienter vers du global, du diversifié, ou du marché local, du européen. D'accord. Et en type d'émetteur, ils vont plutôt avantager du crédit, ou plutôt aller également sur tout type d'émetteur. Donc voilà, il y a un côté soit des convictions très précises, soit diversification de son investissement. Donc ça, c'était la première dynamique, bien sûr, du monétaire vers l'obligataire. Deuxième dynamique, on en parlait à l'instant, c'est on coupe les vannes sur les actifs risqués. Et ça, comment on peut l'interpréter ? Il y a eu une sorte de volte-face, en fait. Après un mois faste en janvier, les investisseurs particuliers, les investisseurs professionnels étaient revenus sur ces classes d'actifs risqués en se disant... Finalement, on n'a pas envie de rater le rallye 2023 qui est promis. Oui, il y avait une sorte d'effet FOMO presque. On ne comprenait pas trop pourquoi ça partait aussi fort. Et donc, exactement. D'un seul, tout le monde a voulu en profiter. On parle de pic d'inflation en fin d'année 2022. On parle de dynamique de désinflation. Les chiffres économiques sont un petit peu décevants. Du coup, on se dit, les banques centrales vont quand même pas encore plus en mettre de trop. Ça risquerait de couper court à l'économie. Finalement, on arrive en février. Les chiffres économiques sont plus si mauvais que ça. Là, il y a quelques jours, on a le compte-rendu du FOMC qui nous dit potentiellement, il pourrait avoir une hausse de 50 points de base de plus si les données économiques étaient bonnes. Donc, le marché... C'est ce que semblent montrer les premières statistiques. Voilà. Donc il y a une inquiétude. Exactement. Le marché se dit, retour au scénario d'incertitude, peut-être plus de tightening, peut-être moins de liquidité, moins d'emprunts, etc. C'est forcément en défaveur des classes d'actifs les plus risquées. En plus de ça, on a eu un beau rebond en janvier, donc c'est peut-être l'occasion aussi pour certains investisseurs de reprendre un petit peu de profit sur ces placements. Et on le voit sur les marchés US, on a eu quelques jours de déconvenus, on en parlera certainement après. Sur les émergents, pareil, il y a eu une déconvenue, en plus avec un dollar qui s'est renforcé. Et l'Europe qui tient bon, peut-être aussi parce qu'il y avait cette petite asymétrie entre... On attendait beaucoup trop de mauvaises nouvelles cet hiver, il y en a eu un peu moins que prévu. La BCE est peut-être un peu mieux pricée dans la tête des investisseurs. Voilà, beaucoup d'éléments différents sur ce mois de février. Si on regarde un peu plus dans le détail, les fonds, actions, quelle est la dynamique que vous avez constatée effectivement ? Est-ce que, par exemple, on peut parler de dynamiques géographiques différentes entre l'Europe et les États-Unis, comme on pourrait se plaire à l'imaginer quand on voit la performance des indices ? Alors oui, sur les fonds actions, c'est toujours intéressant de venir voir les différentes stratégies pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors effectivement, ce qu'on voit de manière globale, c'est que les investisseurs sont plutôt allés chercher des stratégies plus liquides, entre guillemets, donc flight to liquidity, ou alors ils avaient des convictions très précises sur certaines stratégies. Par exemple, sur le géographique, on voit deux préférences majeures, parce que ça décollecte quasiment partout, sauf sur les fonds actions monde, donc diversification maximale géographique, ou alors retour en force des émergents, notamment de la Chine. Les actions émergentes collectent 3,6 milliards d'euros. Donc, de la conviction. Donc il y a un retour du sujet de la thématique Chine, effectivement, exactement, dans les portefeuilles. La thématique Chine reste dans les portefeuilles. Sur les tailles des capitalisations, pareil. Les large cap, les fonds large cap décollectent. Les large et mid cap sont en demi-teinte, on va dire. Les small cap, sur 4 ans, on a plutôt vu en général des dynamiques plutôt de décollecte. Sur le mois de février, plus 700 millions de collectes. Donc finalement, cette conviction que les small cap pourraient tirer leur épingle du jeu continue à faire son chemin en février. Ça, c'est intéressant parce que ces small et mid cap, c'est vrai ça fait plusieurs semaines qu'on entend effectivement que ce début d'année 2023 peut être porteur justement pour les small et mid cap. On le voit encore pas totalement dans les indices, voire pas du tout dans certains indices. Pour autant, dans les flux, vous constatez que c'est une conviction de gestion des investisseurs. Exactement. En tout cas, en pourcentage de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est flagrant. Sur ces small cap. Exactement.
Donc on continue. Les big, par exemple. Alors, sur les big caps, vous voulez dire? Oui, par exemple. Elle décollecte. Alors, elle décollecte pour le coup. Alors ça malgré rejoint des pas. résultats effectivement en fanfare, comme on peut le voir depuis le début. Exactement. De l'année. Enfin, en fanfare, en tout cas optimiste et solide, mais donc finalement ça décollecte. Ça décollecte. Mais les fonds qui mélangent et du large cap et du small cap, eux, gardent quand même leur collecte à flot et sont en positif. Donc vous voyez, à ce côté aussi diversification sur ce type de gestion. Sur les styles de gestion actif versus passif, on avait vu au mois de janvier un retour en force de la gestion active au détriment de la gestion passive. Retournement, on revient vers la gestion passive en février, peut-être parce que ça offre aussi des perspectives tactiques à court terme plus faciles d'entrée. Et on s'exempte aussi du stock picking peut-être, donc dans des périodes d'incertitude, ça peut être intéressant d'aller sur des ETF. Donc un retour de la gestion passive en février. Exactement, plus 5,3 milliards pour la gestion passive, contre moins 7,6 milliards, donc une décollecte pour la gestion active en février. Action, bien sûr, je parle. Globalement, du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan, comme analyse, effectivement, c'est quoi le maître mot? C'est prudence, c'est attentisme, c'est attentisme à travers beaucoup de diversification, tout en gardant quand même quelques leads qu'on avait depuis le début de l'année, notamment sur les small, mid cap et sur la Chine, qui continuent à faire leur chemin, en tout cas en termes de flux de collecte. Si on regarde par rapport à il y a un an, globalement, est-ce qu'on peut voir une évolution un petit peu dans les stratégies, si on boucle avec ce que vous nous avez dit au début? Alors, il y a un an, en fait, tout était dans le rouge. Donc, c'est ça. Donc, en termes d'évolution des stratégies, c'est vrai que là, on a en tout cas un retour, comme je le disais juste avant, vers des actifs plus risqués. Si on regarde sur les deux premières, parce que là, je tire un bilan sur février, mais c'est vrai que si on regarde sur les 2 mois consolidés, finalement, le début 2023 reste quand même bon. Les 2 mois cumulés, on a 45 milliards d'euros de collecte. Les marchés sont encore dans le vert, même s'il y a eu même si les marchés ont un peu rendu en février. Voilà, donc pour l'instant, c'est quand même plutôt positif. Si on reste sur les thématiques, alors la thématique ESG, vous nous en avez parlé rapidement. Vous constatez que là, pour le coup, on revient sur ces stratégies en ce début d'année? Alors, étrangement, non. C'était le cas en janvier. En février, l'ESG a légèrement décollecté, enfin les stratégies ESG actions, moins 3 milliards. Les stratégies actions non ESG ont collecté 700 millions. Donc, c'est dans un mouchoir de poche. C'est très proche, mais c'est rare quand même qu'on constate ce type de mouvement depuis quelques années. Ça, c'est arrivé quelques fois. Donc ça, c'est quelque chose auquel on sera très attentif sur les mois qui viennent pour voir si ça se confirme ou pas. Et par rapport à janvier, ça pour le coup, ou par rapport à décembre, on voit que là aussi, en fait, l'incertitude ou la prudence qu'on peut avoir sur les classes d'actifs risqués concerne aussi l'ESG. Alors là, ça concerne aussi l'ESG, alors que historiquement, on avait plutôt vu que l'ESG était plus résilient en cas de volatilité des marchés et en cas de stress. Les gens gardaient des convictions. Et d'ailleurs, garder les convictions, on le voit aussi sur les fonds thématiques. Typiquement, sur les fonds technologiques, sur les fonds climat thématiques, il y a encore de la collecte. Pourquoi? Parce que finalement, contre vents et marées, quand on voit loin sur une thématique, une tendance claire, on garde sa conviction. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion, Pierre Miramond, de ce constat qu'on fait de flux en ce début d'année 2023 ? Alors ce début d'année 2023, il est assez conventionnel finalement, même si on regarde les top collects des certains fonds qui ont bien marché, ça correspond exactement à ce que j'ai dit. Ça va être les gros fonds obligataires qui vont un peu briguer les premières places du top de la collecte dans la gestion active, et dans la gestion passive, les investisseurs vont s'orienter vers du tactique, des matières premières, quelques grands types de stratégies actions, géographique, ou un petit peu de stratégie de diversification avec des actions monde. Merci beaucoup Pierre Miramond d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée nous détailler effectivement le comportement des investisseurs en matière de flux et de collecte. Je rappelle que vous êtes responsable analyse fonds et portefeuille modèle chez Cantalis. Merci beaucoup Quentin, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et c'est parti à présent pour la météo des marchés avec Bertrand Lamiel, directeur de Ports en Part Gestion. Bonjour Bertrand Lamiel. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. C'est intéressant, on a entendu effectivement il y a quelques instants le comportement des investisseurs via les flux qui tend finalement à alimenter cette idée que si on regarde le CAC 40 par exemple, la performance de l'année est peut-être déjà faite et donc certains investisseurs semblent se dire j'attends un petit peu de voir comment ça évolue avant de me repositionner sur le marché.
On avait donc sur le mois de janvier, je crois qu'on est à 9% de performance. Donc oui, on a déjà fait sur un mois quasiment la performance idéale d'une année. Donc voilà. La performance attendue d'un certain nombre de gestionnaires, ouais. Quand on arrive en février, on a les publications. Donc là, ça a été scruté. Et là, le comportement des investisseurs sur les publications, il a été relativement conforme à ce qu'on pouvait en attendre. C'est-à-dire que les sociétés qui étaient plutôt bien orientées dans notre modèle, donc avec des bonnes notes en termes d'accélération, ça s'est plutôt bien passé pour elles. D'accord. Et inversement, celles qui étaient encore en difficulté, généralement, ça s'est sanctionné par des baisses le jour de la publication, et des baisses souvent plus fortes que l'indice qui, si lui-même baissait ce jour-là. Donc globalement, les investisseurs sont restés assez cohérents. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de redistribution des cartes sur le palmarès des secteurs qui sont bien orientés. D'accord. Donc on reste toujours avec le luxe. Bon, ça a pris un petit peu de bénéfices, mais à peine. On sent que tout de suite, il y a des investisseurs qui reviennent. Toute baisse est mise à profit pour revenir sur la thématique. L'industrie qu'on a vu arriver quasiment le plus tôt dans la recovery à partir de septembre confirme, et les résultats sont là pour le confirmer. Vous le citiez tout à l'heure. Là, on a plutôt des publications qui sont très bonnes. C'est assez contre-intuitif parce qu'effectivement, on le voit, l'inflation, le sujet, il est loin d'être derrière nous. On a encore des véritables questions là-dessus. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé. Les taux, ils continuent de monter. Donc en fait, il y a beaucoup de vents contraires qui auraient pu laisser à penser que les publications n'étaient pas bonnes. Mais non seulement les publications sont bonnes, avec des chiffres d'affaires qui sont au rendez-vous, voire qui battent les attentes, des marges qui restent bien, voire supérieures aux attentes. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et surtout, pour certains, des perspectives sur 2023 qui sont revues à la hausse. Donc, et des résultats qui convainquent les investisseurs. Voilà, on voit qu'effectivement, que dès qu'une valeur industrielle publie des résultats optimistes, ça se retraduit directement dans son cours de bourse. Exactement. Et donc tout ça, ça fait un cocktail qui est plutôt bon et qui fait que les industriels ont continué à tirer. Et il y a un autre secteur, c'est un sous-secteur qui continue à se distinguer dans la technologie. Donc la technologie, c'est en berne. Donc en Europe, la technologie, c'est essentiellement des sociétés du service numérique, Capgemini par exemple. Ça reste compliqué, oui, c'est plus sur ces points bas, mais on s'aperçoit que ça reste compliqué et que les investisseurs, ils boudent un peu les résultats qui, somme toute, sont quand même plutôt pas mal. Bien sûr, si on regarde Worldline ou Capgemini. C'est pas ça qui est mis en avant, c'est le sous-secteur des semi-conducteurs. D'accord. Et d'ailleurs, quand on regarde aux États-Unis, ce qu'on appelle les généraux, c'est-à-dire les Alphabet, Apple, Amazon, Meta, les méga caps de l'indice, elles sont toutes en difficulté. Elles ont certes fait des rallyes, mais elles restent coincées sous des moyennes mobiles 200. Globalement, c'est pas très beau à voir, et c'est ça qui explique que le S&P et le Nasdaq n'arrivent pas véritablement à accrocher la hausse aussi fort qu'on le fait en Europe. Il y en a une qui se distingue là-dedans, c'est Nvidia. On a eu les publications, et ça confirme. Et en Europe, on a eu les publications sur BE Semiconducteurs, on a eu les publications sur Melexis, sur Elmos. Voilà, tous les semi-conducteurs qui sont plutôt axés sur le service aux entreprises, donc plutôt cycliques, versus ceux qui sont sur les ordinateurs et les téléphones, donc plutôt consommation. Donc les semi-cycliques se comportent bien, et c'est le seul segment dans la tech qui a véritablement passé le cut et qui continue, après les publications, à le faire. Vous l'avez mentionné, effectivement, le S&P ou le Nasdaq ont du mal à repartir en ce début d'année. On a même presque l'impression que les marchés européens sont partis sans, quelque part. Oui, clairement. En ce début d'année, est-ce qu'on peut se poser la question d'un redémarrage pour les indices américains, ou c'est trop tôt ? Il y a un tel poids. Les généraux, c'est 42% du S&P, donc c'est faux. Non, du Nasdaq, oui. Donc voilà, eux, tant qu'ils sont en panne, on n'aura pas une envolée du Nasdaq. Alors derrière, ça se comporte bien, mais quand on regarde sur le S&P, ce qui marche bien, c'est le S&P 400, qui marche mieux que le S&P 100. Donc les 100 plus grosses, dont notamment ces fameux généraux, ça cale, alors que le S&P 400 est en pleine forme. Mais pour le coup, c'est des pondérations qui sont plus faibles et qui expliquent que l'indice est en retard. Là, on est pile sur une zone critique. Après une envolée, on est en train de revenir tester. Alors, il y a tout en termes de support. Il y a l'oblique baissière, il y a la moyenne mobile 200, il y a les moyennes mobiles courtes qui se pointent. C'est vraiment la zone sur laquelle, logiquement, on devrait pouvoir attendre un rebond. Bon, il faudra surveiller ça.
Et pendant ce temps-là, l'Europe caracole. Ça fait un an, jour pour jour, que c'était le début de la guerre en Ukraine. Les indices européens sont au-dessus de leur niveau précédent, bien sûr. Oui. Et ça, c'est assez contre-intuitif. On pouvait se dire, c'est l'Europe qui va être le plus touchée. On a des problématiques d'approvisionnement sur les matières premières, notamment gaz et pétrole. Alors que les États-Unis, eux, sont autosuffisants. Eh bien non, en fait, globalement, ça se passe mieux, notamment du fait de cette composante indicielle. Le luxe est fortement pondéré, notamment dans l'indice français, et c'est ça qui marche bien. L'autre secteur qui marche bien, c'est les banques. Bien et sûr, là, pour le coup, il y en a beaucoup, et c'est des pondérations fortes sur le CAC, mais aussi sur l'Eurostoxx 50, alors qu'aux États-Unis, c'est une petite pondération, les banques. Et donc, globalement, ça explique pourquoi les indices européens vont bien. Et c'est pas grave. Juste, on en profite, c'est une bonne chose. C'est déjà arrivé, ça peut, voilà. Rappelons que la période 2003-2007, voilà, qui était donc on explosait, après l'explosion de la bulle Internet, on a eu un retour de la value en Europe, et l'Europe est quand même plus value que les États-Unis. Bien sûr. Et sur la période 2003-2007, l'Eurostoxx 50 avait fait mieux que le Nasdaq, avait fait mieux que le S&P 500. Donc, là, on a eu certes des dossiers croissance qui sont revenus, mais qui n'ont pas réussi à damer le pion au dossier value. On continue, quand on fait un long short croissance value, il y a toujours un avantage à la value et qui n'est pas remis en cause. Il n'y a même pas de doute à ce sujet-là. Donc ça continue comme ça et ça explique que l'Europe est bien positionnée et a priori devrait continuer. Donc profitons-en plutôt que de se demander si c'est une parenthèse ou un début de dynamique. Profitons du moment présent quelque part sur les marchés européens. Ce d'autant plus que de toute façon, pour un investisseur européen qui sort de la zone euro pour aller acheter des Nordiques, des États-Unis ou de l'Asie, il a le change contre lui. Donc il faut quand même sélectionner des dossiers quand on sort de l'Europe qui marchent véritablement bien parce que le change est contre l'investisseur européen. Et ça, c'est la grande donne qui a changé à peu près au moment où les indices se sont retournés. C'est que jusqu'à présent, on avait intérêt en tant qu'investisseur européen à aller acheter des valeurs à l'étranger parce qu'on avait la dynamique de la valeur et la dynamique du change. Là, c'est plus le cas du tout. Donc il faut être plus spécifique. Et je ne serais pas étonné que prochainement, on voit revenir des investisseurs nord-américains sur l'Europe, parce que pour le coup, il y a une meilleure dynamique, et en plus, pour eux, ils ont la dynamique du change. Donc ça, peut-être, on verra bien. Et vous signaliez aussi la dynamique sur les mid et les small cap. Bien sûr. Oui, c'est logique, et ça fait depuis 2018 qu'on l'attend, puisque 2018, la fin de l'année avait été catastrophique, et du coup, derrière, on s'est fait 2019-2020, où les indices n'arrivaient pas. Normalement, une année comme 2021, qui était une grande année boursière, avec des indices big cap qui ont progressé de 20 à 25%, on aurait dû voir les indices mid et small cap progresser de l'ordre de 30 à 35%. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Donc ils ont fait, c'était honnête, je veux dire, mais ils étaient dans la plaque à peu près. Et là, pareil, cette année, ils n'arrivent pas véritablement encore à se distinguer. Oui, c'est comme s'ils avaient été oubliés finalement du marché quelque part, comme si ça se jouait qu'avec les big, avec les grandes capitalisations. Dans les allocations, c'est clair que c'est au plus bas, et ça fait 3 ans que c'est au plus bas. Donc sur le principe, il y a de la place pour que les investisseurs puissent revenir. Ce d'autant plus qu'en termes de croissance des bénéfices et en termes de ratio de valorisation, on a plus de croissance de bénéfices sur le segment mid et small que sur les grandes. Et on a des ratios de valorisation qui sont beaucoup plus attractifs sur les mid et sur les small que sur les grandes capitalisations. Donc sur le principe, tout est ouvert pour que ça puisse revenir. Pour l'instant, on voit que ça a un peu du mal. Il faut probablement que on ait une volatilité qui se calme et que des investisseurs, au bout d'un moment, considérant que sur certaines zones, on commence à être sur des niveaux de valorisation qui sont, on n'est pas tendu, loin s'en faut, mais globalement qui sont revenus dans la plaque, et qu'il y a un call value à faire sur les mid et les small. Mais ça, il faut peut-être plus de temps, plus d'appétit pour le risque qui, pour l'instant, on voit bien, vous l'illustriez, la collecte en février qui s'arrête. Je pense que il y a quand même des questions qui se posent encore. Donc un potentiel de rattrapage sur les mod et small en Europe, pour le coup. Oui, et aux États-Unis, ça marche bien aussi. D'accord. Les États-Unis, ça marche bien aussi. Le Russell 2000 marche plutôt pas mal. Donc on voit là qu'il y a une dynamique, mais pareil, je n'ai pas les chiffres de collecte. Bien sûr, oui, en tous les cas, sur les indices, on voit que ça se porte mieux sur les mid et les small aux États-Unis. Un point qu'on n'a pas évoqué, Bertrand Lamiel, c'est les taux aux États-Unis, cette fameuse courbe de taux, ces taux longs qui sont orientés à la hausse aux États-Unis. Taux courts aussi, États-Unis, Europe, c'est orienté à la hausse. Il y a le sujet de l'inversion de la courbe des taux, qui fait écrire et dire pas mal de choses sur la récession qui arrive ou autre. Donc oui, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour l'instant, on voit que ça profite bien en Europe sur le secteur financier, notamment sur les banques
Et là, pour le coup, on a des actifs qui sont pas du tout, en termes de valorisation, il y a encore de la place. On est à peine revenu sur les moyennes historiques, donc on n'est pas du tout dans l'excès, sachant que les résultats étaient bons. Ils ont la capacité, les banques ont la capacité, comme les assurances d'ailleurs, la BCE globalement a donné le feu vert pour pouvoir redistribuer du dividende et faire des rachats d'actions. Donc là, on a à peu près tous les moteurs allumés qui expliquent que ça se comporte bien et qu'a priori, ça devrait continuer. Si on regarde la volatilité, vous l'avez mentionné rapidement, vous expliquez que pour que les small et mid repartent, il faudrait un petit peu moins de volatilité. On constate beaucoup de volatilité sur les marchés à l'heure actuelle depuis le début de l'année. Alors ça se calme. Là, sur les 15 derniers jours, il y a eu un regain de volatilité. Le marché a commencé à tanguer un petit peu. Ça recule aux États-Unis, ça hésite un peu en Europe. Bon, globalement, ça reste pas des gros niveaux de volatilité. Donc logiquement, ça va dans le bon sens. Donc c'est un indice qu'on scrute. Si on regarde un petit peu les secteurs, alors aux États-Unis, effectivement, on a beaucoup parlé des technologiques, effectivement, ou du S&P 100 et du S&P 400. Est-ce qu'il y a des points particuliers encore à évoquer sur le cas d'investissement aux États-Unis ? Alors, on avait l'énergie qui se comportait très bien aux États-Unis et là, on voit que ça commence à diverger. C'est-à-dire que globalement, on avait à peu près toutes les grandes pétrolières et les parapétrolières qui étaient bien orientées. Là, on voit que ça commence à diverger. Donc, c'était un secteur leader qui n'est pas très fortement pondéré aux États-Unis. Bon. Là, à voir. Est-ce qu'on est juste dans un phénomène de pause après un beau rallye ? Ça avait très bien marché en 2022 et ça a continué sur sa lancée globalement en début 2023. Voilà. Est-ce qu'il y a une pause qui est en train de se faire ? Ça va être à scruter. Ça, c'est l'élément qui a changé dernièrement aux États-Unis. Et alors, on finit avec l'Europe. Alors, pareil, on a effectivement beaucoup évoqué les small et mid cap. On a parlé de ces valeurs industrielles, de ces bancaires qui sont portés par le contexte actuel. Si on regarde peut-être un secteur dont on a beaucoup parlé, notamment en Chine, mais si on le regarde en Europe, tout ce qui est voyage, loisirs, tourisme, est-ce que ce sont des secteurs qui se portent bien sur les marchés financiers européens ? Alors ça, c'est un petit secteur, donc du coup, il est assez peu regardé, assez peu commenté. Pour autant, ouais, on voit que ça commence à s'améliorer et là, on comprend bien que la réouverture de la Chine, c'est assez puissant. La réouverture de la Chine, ça ramène via les flux de commerce que ça génère 0,5 points de PIB en plus sur la Chine. D'accord. C'est loin d'être neutre. Et donc on voit que globalement, et ça fait écho un peu au secteur aéro qui était parti, qui s'est bien comporté dernièrement, qui tire et qui reconnaît des points hauts. On le voit sur des dossiers de catering, globalement tous ceux qui sont dans la sphère voyage et loisirs, ça commence à s'améliorer. On a eu les résultats d'Airbnb, donc avec pour la première fois une société qui repasse en positif en termes de résultats. Donc on voit que c'est en train de se réouvrir. Alors c'est un secteur qui est assez volatile, ce d'autant plus qu'on est dans une espèce de sortie d'ornière, donc c'est toujours des moments où personne n'est d'accord, donc on peut se faire chahuter un petit peu. Pour autant, il nous semble qu'il y a des dossiers à les traiter de ce point de vue-là. Certains sont déjà partis depuis un moment, par exemple Do&Co, société qui fait du catering, donc qui apporte la nourriture notamment dans les avions et qui s'occupe d'événements type les prix de Formule 1. Ça se passe très bien pour eux. Là, on est sur une société qui va connaître 20-25% de croissance. En fait, qui récolte les fruits des investissements qu'elle avait fait pendant le Covid, quand tout le monde ne faisait plus rien. Eux, ils ont continué à investir et là, ils récoltent les fruits. Et puis, on a des cas value. Je citerai par exemple Lufthansa. Et on finira là-dessus. Ouais. Lufthansa qui, aujourd'hui, retrouve ses résultats de 2019 et chiffre d'affaires résultats de 2019, mais qui se paye la moitié de ce qu'elle valait en 2019. Donc, il semble bien qu'il y a quand même des choses à faire dans ce secteur-là. Merci beaucoup Bertrand Lamiel. Je rappelle que vous êtes directeur de Ports en Part Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h sur Bismart.